La dernière partie de la grande table avec Caroline Brouet. Oui, une dernière partie en forme d'hommage à une grande figure disparue certainement plus discrètement que Gabriel Garcia Marquez. C'est l'intellectuel britannique Richard Hogarth qui est mort le 10 avril dernier à l'âge de 95 ans. Il fut un spécialiste de littérature anglaise et de la sociologie des milieux populaires d'où il était issu. On lui doit notamment 2 ouvrages majeurs traduits en français en 1991. Le premier s'intitulait en anglais The Uses of Literacy et il a été traduit par La culture du pauvre. Et le deuxième, c'était son autobiographie, enfin le premier volume d'une autobiographie qui comportait 3 tomes, mais dont le premier seulement a été traduit en français, A Local Habitation, traduit par 33 Newport Street. Et pour parler de Richard Hogarth, nous sommes avec, pour commencer, 2 sociologues qui ont beaucoup fait pour l'introduction de l'œuvre de Richard Hogarth en France et qui sont de très grands sociologues français. Jean-Claude Passeron, tout d'abord. Bonjour et bienvenue, monsieur. Vous êtes sociologue et épistémologue, directeur d'études à l'EHESS. Vous avez longtemps été lié, du moins pour les étudiants en sciences sociales et politiques, à celui au nom de Pierre Bourdieu, avec qui vous avez écrit plusieurs ouvrages de référence, Les héritiers en 1964, La reproduction en 1971, figure de Pierre Bourdieu dont vous vous êtes ensuite éloigné. Vous avez collaboré à la traduction avec Françoise et Jean-Claude Garcia de La culture du pauvre, l'un des 2 écrits majeurs de Richard Hogarth. Non seulement vous avez collaboré à la traduction de cet ouvrage, mais vous avez aussi écrit la présentation, de la même façon que le deuxième sociologue qui est notre invité, qui est Claude Grignon. Bonjour et bienvenue. Bonjour. De la même façon que vous avez été l'auteur de la préface du premier tome de l'autobiographie, 33 Newport Street, que vous avez également traduit en français en 1991 avec sans doute votre épouse Christiane. En effet. Christiane Grignon. Et qui vient tout juste de paraître en Point-Seuil, 33 Newport Street. D'un point de vue de l'apport, de la notoriété, peut-être même des centres de préoccupation qu'avait Richard Hogarth, est-ce que vous diriez l'un et l'autre, peut-être ça va vous paraître un peu hasardeux, mais que c'était le Bourdieu britannique? Jean-Claude Passeron. Pas pour moi. Il faut développer, Jean-Claude Passeron, oui, surtout pas. Et Claude Grignon? Pas davantage pour moi. Alors expliquez-nous, l'un et l'autre. Pourquoi pas? Dans l'ordre chronologique, je commence. Parce qu'il s'agit, si on parle seulement sociologie, de 2 genres d'écriture sociologique radicalement différentes. Et donc d'interprétation des comportements des hommes totalement différents. Le problème Hogarth, c'est bien sûr, il s'est posé parce que l'irruption de Hogarth, assez improbable dans le champ intellectuel français de l'époque, des années 60, qui était dominée par des tas de débats intellectuels abstraits entre théoriciens, les uns marxistes, les autres anti-marxistes, les uns parlant de stratification sociale plutôt que de classe sociale, fait que ce débat se déroulait dans l'éther des théories sur le peuple, sur les gens du peuple, sur la classe ouvrière. Langage marxiste, ou sur la stratification sociale, langage des sociologues américains. Et ce Hogarth est inclassable sous ce rapport-là, et en France, ça a été comme un aérolithe venu d'une autre planète anglo-saxonne. Et moi, je l'ai découvert, alors c'est vrai, à peu près en même temps que Bourdieu, quand nous écrivions Les héritiers. Puisque c'était... Pour discuter ces thèmes, c'est pas très évident dans Les héritiers, nous échangions souvent nos souvenirs d'autobiographie scolaire au lycée. Puisque, en gros, nos origines n'étaient pas des origines classiquement d'héritiers de famille bourgeoises. Enfin, c'est plus mêlé. C'est pas pour ça que nous étions d'origine populaire. Enfin, c'est entre les deux, c'est plus compliqué, comme dans Hogarth, où j'en reviens là, le titre traduit par La culture du pauvre porte en sous-titre que c'est un essai sur les loisirs et les comportements. On a mis des classes populaires dans la traduction, mais c'est de la working class. Et Hogarth précise souvent qu'il s'agit très concrètement de son milieu de vie où il a passé son enfance, même alors qu'il était boursier au lycée, le seul de ce district, dit-il, de ce district ouvrier, Hunslet, faubourg de Leeds,
où il habitait 33 Newport Street, comme le préciseront ses mémoires. Et là, dans ce milieu urbain, de petits pavillons populaires, où il est orphelin de surcroît, il est élevé par sa grand-mère et il y a 2 sœurs et un oncle, qui sont ses tantes, dont il parlera beaucoup. Il a été au contact d'une vie citadine populaire qui ne comprend pas que des ouvriers ou des familles d'ouvriers, qui comprend des petits commerçants. C'est pour ça que, et working class en anglais, c'est ça, c'est ce qui se passe, même quel que soit leur statut selon ce que dirait Marx. Ils n'occupent pas la même place. N'allez pas trop loin, Jean-Claude Passeron, parce qu'on va naturellement développer tout cet aspect des choses, mais je voudrais juste permettre à Claude Grignon de répondre à la première question un peu provocatrice que j'ai posée, à savoir si on peut considérer Hogarth comme un Bourdieu britannique. Alors, certainement pas. Et, j'y verrai 2 raisons. La première, c'est que Hogarth n'a certainement pas l'ambition ou la visée théorique, l'ambition de théorisation. Je n'irai pas jusqu'à dire de pseudo-théorisation, mais de théorisation prématurée qu'on peut parfois déceler dans la pensée de Pierre Bourdieu. Hogarth ne s'érige pas en sociologue maître à penser. Et la deuxième chose, c'est que Hogarth n'est pas sociologue. Il est professeur de littérature. Il ne se reconnaissait pas du tout comme tel, et quand j'en ai parlé avec lui, ça l'amusait, ça le surprenait, et ça l'amusait, ce statut qu'on lui avait donné en l'introduisant en France. Mais, et j'ajouterai immédiatement qu'on a d'excellentes raisons de le prendre pour un sociologue, parce qu'il pose effectivement des questions de sociologie qui sont des questions essentielles. Les rapports entre les cultures, les rapports entre les cultures et les classes, les rapports entre culture dominante et culture populaire. Et là-dessus, je ne peux que renvoyer aux analyses que j'ai développées avec Jean-Claude Passeron dans un livre que nous avons écrit en commun. Le savant et le populaire. Le savant et le populaire, que nous avons publié il y a un certain temps maintenant. Et Hogarth est bien placé pour ressentir et du coup pour faire voir, pour décrire l'ambivalence des cultures populaires. Il peut les saisir en effet, mais il voit que ce qui protège est aussi ce qui enferme. Il voit que les frontières qui défendent l'autonomie symbolique des cultures populaires sont aussi des limites. Et que ces limites, il faut en effet les franchir. Et toute la trajectoire de Hogarth est une évasion pour sortir de là, aller plus loin, montrer jusqu'où on peut aller. Et c'est sa trajectoire en entier. De ce point de vue-là, il est tout à fait sociologue, en nous donnant à voir la culture de son enfance, dans sa cohérence et dans son autonomie symbolique. Il nous met en garde contre ce qu'on peut appeler la dérive du misérabilisme, à savoir le légitimisme, qui ne voit dans les cultures populaires que des défauts, que des manques. Et en même temps, dans la manière dont il se réfère à sa culture d'origine, dans la manière très réaliste dont il l'a décrit en envoyant en effet toutes les limites, il nous met en garde contre la dérive opposée qui est celle du populisme. Il dit lui-même dans La culture du pauvre qu'il est originaire d'une famille ouvrière dont il dit se sentir à la fois proche et éloigné. C'est exactement ça, Jean-Claude Passeron. Oui, et on revient à l'irruption de Hogarth dans le champ de lecture des sociologues français, et plus largement, au-delà des sociologues, de tous les gens qui s'intéressent à des cultures autres que la nôtre, en particulier la anglo-saxonne, si différentes, par des détails, et où pourtant il nous fournit les instruments, les terrains de description de la même autonomie menacée de la culture des classes, des groupes, des communautés, parce que ces quartiers ouvriers dont il parle étaient fermés sur une autonomie de survie, de survie au sens symbolique comme au sens économique. Donc, si l'on revient à cette irruption, tout le monde a tourné autour des gens qui l'ont commenté, pas seulement nous. C'est, on dit originalité du ton. Ça ne ressemble ni à des ouvrages sociologiques, surtout le premier, qui n'est pas une autobiographie, qui est un traité avec des chapitres. La culture du savant, c'est 1957. Oui, en anglais, et la traduction, elle est de 1970.
avec une équipe d'anglicistes que j'ai fait, dont l'un a été choisi en quelque sorte parce qu'il connaissait bien l'argot anglais, surtout celui du nord-est de l'Angleterre, et ce qui n'a pas empêché que, comme dans les... Brian Rigby revient dans un colloque qu'on avait fait à Marseille et où il est venu Richard Hogarth, un pataquès de traduction sur les pots de chambre, parce que on ignorait quand même que Chambers, c'est Chambers Pot. Et par conséquent, ces cartes postales comiques que décrit Hogarth, s'était évertué à traduire des chambres où on peut paresser pendant des semaines, pendant tout le week-end, qui ne sont refaites. Pas du tout, c'était des pots de chambre qu'on ne vide que à la fin du week-end. Voilà. Claude Grignon disait tout à l'heure, il n'y a pas de visée théorique. Oui. Bon, quand on parle d'Herbourdieu. Mais alors, est-ce qu'il y a une visée? C'est ça peut-être la question qu'il faut poser à ce stade. Claude Grignon. Pour comprendre le geste. Alors, il a un but qu'il dit tout à fait explicitement. Il dit, bon, je parle bien sûr de 33 Newport Street. Hein, oui. Et son but est de tirer d'une histoire singulière, parce que c'est en effet une étude de cas individuelle, c'est une monographie, d'en tirer des enseignements à portée plus générale. Et il le dit tout à fait explicitement. Je m'efforce dans ce livre, à partir d'une histoire personnelle, d'en tirer une signification qui dépasse le niveau de l'individu. Cela dit, là, je me trompe parce que je prends une phrase qui est de la culture du pauvre. Mais son autobiographie prolonge. Non, c'est la phrase qui est travail. aussi... C'est une phrase qui est dans 33 Newport Street. Ah, c'est peut-être en recopiant la phrase, je me suis trompé moi-même. Je vous fais confiance. Excusez-moi, mais j'en suis à peu près certain. Ça peut pas être la même parce qu'il se répète jamais. Non, c'est bien dans 33 Newport Street, qui est une histoire individuelle, hein, qui est une monographie. Bon, je peux vous le retrouver si vous voulez. Et en fait, c'est ce qui fait aussi... La première phrase de l'avant-propos de 33 Newport Street. Voilà qui est dit. Bon, nous sommes d'accord. Donc c'est bien une histoire individuelle, et c'est ce qui fait, pour une part, alors est-ce la visée, on l'a, c'est en effet ce qu'il veut faire, et c'est ce qui fait, l'originalité du livre, ce qui fait, c'est à la fois, je l'ai écrit, il se lit comme un roman, voilà. Et en même temps c'est une histoire vraie. Mais alors ça, c'est très important ce que vous dites, et ça rejoint ce que disait tout à l'heure Jean-Claude Passeron quand il parlait du ton. C'est-à-dire que c'est non seulement ce que vous avez dit, Claude Grignon, un formidable apport quant au travail du rapport entre les cultures, culture savante, culture populaire, mais aussi c'est le premier à avoir articulé histoire culturelle, critique sociale et autobiographie. Presque, il a ouvert la voie de ce point de vue-là à Richard Sennett, à Pierre Bourdieu lui-même dans son esquisse d'auto-analyse, et aujourd'hui à Didier Ribon, pour que les auditeurs se repèrent d'une certaine façon. Il dit il parle de lui, mais il a une analyse critique en même temps. C'est ça qui est très important, tout à selon fait, vous, parce Claude que, Grignon. Bon, ce qui fait l'originalité de Hogarth, c'est pas son biculturalisme, c'est son multiculturalisme. Hogarth n'est pas resté l'indigène de sa culture d'origine. Il en est parti, d'un certain point de vue, il s'en est éloigné, il a pris de la hauteur en même temps qu'il prenait de la distance. Sans condescendance. Et sans condescendance, effectivement, avec beaucoup de réalisme. Mais il n'est pas devenu, pour autant, l'indigène de sa culture d'arrivée. Comme il le dit dans une belle formule, il est chez eux, mais il n'est pas des leurs. Et il garde, vis-à-vis de cette culture d'arrivée, une distance critique que son côté, j'allais dire apatride, son côté de distanciation par rapport à toutes les cultures, que sa trajectoire même, et c'est en cela que cette trajectoire est instructive, en cela qu'elle est heuristique, qu'elle nous fait en effet comprendre, ressentir et admettre un certain nombre de choses. Mais qu'est-ce qu'on gagne à passer chez eux ? Est-ce que c'est simplement un changement de culture, ou est-ce que, de son point de vue, il y a quelque chose qui s'ajoute, une dimension qui s'ajoute? On y gagne l'esprit critique. On y gagne un éveil, un entretien, une culture de l'esprit critique bien centrée. C'est-à-dire qu'on a une distance vis-à-vis de ce que toutes les cultures nous conduisent à admettre, à croire. Et de ce point de vue-là... C'est un peu comme être bilingue. On est dans deux langues. En effet, ça ressemble tout à fait. Et ça rejoint les problèmes de traduction que nous avons rencontrés, qui sont dans notre ordre. Mais il s'agit effectivement, Hogarth est constamment amené à faire cet exercice intellectuel intense
qui est la traduction. Hogarth d'Arrivée traduit effectivement dans le langage d'Arrivée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons fait une traduction au second degré. Nous avons traduit de l'anglais savant en français savant, quelque chose qui avait déjà été traduit de l'anglais populaire en anglais savant par l'auteur, par Hogarth. Jean-Claude Passeron. Tout à fait, puisque les deux termes dont vous étiez partis, proximité et distance, qu'il reprend souvent. Par exemple, dans un texte, quand il était venu à Marseille, là, où des gens se sont exprimés à son propos, mais lui aussi, et quand il décrit cette impression qu'il a aujourd'hui, qu'il avait en fin de carrière brillante, universitaire, il était technocrate, si on peut dire, de la culture, il faisait partie de hauts comités anglo-saxons pour l'évaluation de politique culturelle. Il avait fondé, ne l'oublions pas, c'est le début en Angleterre de sa visibilité, le centre à Birmingham pour l'étude des cultures contemporaines, c'est-à-dire qui deviendront assez vite ce que tout le monde appelle dans toutes les universités du monde Cultural Studies. Et simplement, ses disciples, si l'on veut, sont assez en rupture avec lui-même et il le considérait comme resté traditionnel parce qu'amateur, pratiquant de culture légitime. Donc, distance et... Puisque vous parlez, Jean-Claude Passeron, des disciples et des Cultural Studies, je voudrais qu'on donne la parole à un troisième sociologue, et non des moindres, qui est Bernard Lahire, qui est professeur de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon. Bonjour Bernard Lahire. Bonjour. Merci d'être avec nous au téléphone. On vous doit notamment la culture des individus, la condition littéraire, mais je n'en cite que deux parmi les nombreux ouvrages que vous avez cités. Vous vous dites influencé par le travail et par l'apport de Richard Hogarth, et notamment dans ces études culturelles que vous menez aujourd'hui. De quelle manière vous a-t-il influencé ? Je pense qu'il a influencé toute une génération de sociologues, en tout cas la mienne particulièrement, de plusieurs façons en fait. D'abord parce que c'est un sociologue qui a été déplacé, au double sens du terme, qui s'est senti déplacé dans les milieux où il était, et souvent... on devient sociologue parce que on se sent pas tout à fait à la place, bien à la place qu'on occupe, et on trouve pas le monde social tout à fait normalement vivable. Et pour tous les sociologues qui étaient transfuges de classe, ce qui était mon cas, venant d'un milieu ouvrier, je lisais Hogarth avec beaucoup d'émotion à 20 ans. Donc déjà, c'est une lecture qui était assez émouvante pour moi, et sans doute plus forte que celle qui est souvent aujourd'hui utilisée en sociologie, celle d'Annie Ernaux, qui est un équivalent littéraire, on pourrait dire, d'Hogarth. Donc il y a tout cet aspect-là qui était extrêmement important, de pouvoir voir quelqu'un capable de parler de son parcours et de ne pas s'enfermer dans son cas individuel, dans son cas singulier, mais d'essayer de montrer ce qu'il appelait la figure du boursier. Pour lui, le boursier, c'était le produit le plus pur du système scolaire. Quelqu'un qui visait, que la traduction avait été vivre le cul entre deux chaises, mais c'était une expression tout à fait juste. Et tout cet aspect-là était extrêmement important. Alors après, je pense qu'il y a un deuxième aspect qui me semble extrêmement important, c'est que le fait qu'il ne vienne pas de milieux privilégiés a fait qu'il a entretenu un rapport au savoir, à l'université, qu'a rappelé Claude Grignon tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il n'a jamais adopté les manières des gens dits d'Oxbridge, comme il le dit dans son texte, dans son deuxième texte, 33 Newport Street, c'est-à-dire de gens qui utilisaient une rhétorique extrêmement abstraite et qui n'allaient jamais regarder dans le détail, qui n'allaient jamais étudier des complexités culturelles, etc. Lui, c'est vraiment un sociologue, pas officiellement, professionnellement, mais pour moi, un vrai sociologue des complexités culturelles. Et 33 Newport Street est un excellent exemple. Vous avez dit tout à l'heure, vous l'avez comparé avec l'auto-analyse de Pierre Bourdieu. Paradoxalement, vous avez un sociologue professionnel d'un côté et quelqu'un qui n'est pas sociologue professionnel de l'autre, mais le plus sociologique des deux exercices, c'est celui de Hogarth. Tout 33 Newport Street est
est un très bon exemple d'autobiographie sociologique. Il réinsère à chaque fois sa personne dans des conditions d'existence, dans des relations avec des personnes, et on arrive à comprendre la production de sa personne. Donc c'est quelque chose d'assez formidable sur le plan de la méthode et de la connaissance sociologique. Et vous parliez, Bernard Lahire, de la génération qui a suivi les travaux de Richard Hogarth et qui travaille maintenant en France sur la sociologie culturelle. Je pense à Jean-Louis Fabiani, à Éric Neveu, à Gisèle Sapiro, à Dominique Pasquier également. Quand on regarde ce sur quoi vous travaillez, il y a à la fois l'approche sociologique de l'école et de ses modes d'apprentissage, la réflexion épistémologique sur les sciences sociales, ce sur quoi travaillent également, bien sûr, Jean-Claude Passeron et Claude Grignon, mais aussi la condition littéraire et les écrivains. Et quand je compare ce type de travaux à l'hommage qu'a rendu la BBC à Richard Hogarth, c'est la BBC a dit le travail de Richard Hogarth dont les écrits ont influencé les idées sur la qualité de la vie, l'éducation et les médias. Ce serait ça l'héritage aujourd'hui pour vous, ce type de domaine, de travail, Bernard Lahire? Oui, alors le sujet de recherche. Oui, je pense malheureusement que beaucoup de disciples sont vraiment en rupture. C'est avec ce qu'il a fait. C'est-à-dire que je crois pas que... Enfin, en tout cas, moi, je me retrouve pas dans les cultural studies qui sont appelés comme ça aujourd'hui. Souvent, c'est très, très éloigné de l'esprit de Hogarth. Donc, il a été inspirateur, sans doute, de personnes, mais sans doute pas autant que ça du côté de ceux qui se réclament des cultural studies. Je pense qu'on voit plutôt son influence chez des sociologues qui se revendiquent pas toujours explicitement de Hogarth, parce que c'est pas un maître à penser, c'est quelqu'un qu'on convoque de temps en temps dans l'analyse, qu'on garde à l'esprit quand on étudie un objet, etc., et qui est extrêmement précieux quand on travaille en sociologue. Mais je pense que son influence est beaucoup plus large d'une certaine façon que la réception ou la suite revendiquée, on va dire, au niveau des cultural studies. Merci beaucoup, Bernard Lahire, d'avoir témoigné de cet héritage pour vous de l'œuvre de Richard Hogarth. Jean-Claude Passeron? Oui, nous tournons depuis un moment avec la question de la distance ou de la familiarité avec la culture d'origine dont il est issu. Nous tournons autour du problème qui est à la fois celui du lecteur et de l'auteur Hogarth, sociologie et littérature. D'abord, sa biographie pose cette question. Il s'est d'abord intéressé, il a fait une thèse sur Oden, qui est un poète anglais. Sa première phrase, c'est « Ma tante Annie est en train de mourir à l'hôpital Saint-James ». Oui, c'est romanesque. Enfin, c'est l'entrée. C'est l'incipit. C'est un incipit de roman. Et comme ce qui n'est pas une incise, comme la dernière fois, pratiquement la dernière fois où j'ai vu Grignon, c'était chez Finkielkraut, où justement il nous interviewait à propos de la sortie et qu'il admirait en tant qu'amateur de littérature. Et ces questions voulaient nous ramener, mais comment pouvez-vous, avec votre théorie sociologique quasi bourdivine, vous réduisez la culture légitime à la position sociale de ceux qui la pratiquent, comment pouvez-vous aimer Hogarth? Et la question était là. C'était qu'est-il? Moi, je me suis posé dès le début la question, puis ça m'a frappé. Je vous disais, quand j'ai lu pour la première fois ce livre dans Penguin Book, là, que nous en parlions avec Bourdieu, d'où le projet de le traduire, qui s'est fait quelques années plus tard. Et dès le début, j'étais pas en règle avec moi-même en tant que sociologue. Mais nous bataillions, Grignon aussi, assez vite, bataillait du côté de l'enquête empirique. Il fallait quand même faire des questionnaires, traiter des tableaux croisés, etc. Et comment pouvais-je admirer Hogarth? Et la réponse était, je n'ai jamais pu la donner, c'est pourquoi j'y suis revenu plusieurs fois dans plusieurs textes, c'était un style sociologique. Et ce style sociologique peut s'inscrire dans des narrativités, surtout si elles sont autobiographiques, mais aussi dans des narrativités descriptives,
comme son premier ouvrage, qui recense tout ce qu'on fait dans une vie populaire, du matin au soir, du début de l'année à la fin de l'année, les parfums comme l'odeur des WC, etc. Et les valeurs de la respectabilité ouvrière. Dans c'est pas un Capharnaüm. Quand on a lu ça, on a l'impression beaucoup plus qu'en lisant des anthropologues américains de ce qui fait la substance, la cohérence de cette culture populaire du nord-est de l'Angleterre. Donc je termine. On a la justesse sociologique et la justice descriptive. C'est comme ça que vous le présentez, Jean-Claude Passeron. Claude Grignon. Alors c'est un problème, en effet. Comment se fait-il... Bon, c'est un livre, 33 Newport Street, je parle de 33 Newport Street, est un livre émouvant. Et s'il est émouvant, c'est grâce à la qualité, grâce au niveau littéraire de l'écriture de Hogarth. C'est vrai que c'est une histoire vraie, je l'ai déjà dit, qui se lit, parce que ça a été écrit, comme un roman. Comment Hogarth parvient-il à concilier deux ordres d'écriture qui sont complètement différents, pour ne pas dire opposés? D'un côté, on a l'écriture littéraire. L'écriture littéraire, elle privilégie les associations de mots, les associations d'idées, elle privilégie la connotation. Alors que l'écriture scientifique doit être exacte et privilégier les dénotations. La capacité déictique, il faut savoir précisément de quel objet l'on parle et de rien d'autre, et ne pas glisser de l'un à l'autre. D'un côté, une écriture qui donne, disons, l'illusion de la vérité, et de l'autre, une écriture qui doit obéir d'abord au principe, à l'obligation de l'exactitude. Est-ce que c'est cet entre-deux qui a fait que, d'ailleurs, aujourd'hui encore, alors qu'il a publié en Grande-Bretagne une 30aine d'ouvrages, il n'y ait que 2 ouvrages traduits en France? Est-ce que c'est le fait qu'il soit inclassable et qu'en France, on aime classer et que du coup, sociologue, oui, non, romancier sociologique, sociologie romanesque, on n'arrive pas bien à le classer et que du coup... Ce n'est pas impossible. Cette qualité, c'est un livre improbable. C'est un livre improbable, c'est donc un livre qui n'est pas conventionnel, qui n'est pas facile de classer d'entrée de jeu, a priori, dans une catégorie ou dans une autre. Et comme tous les genres métis, il n'est pas, en effet, d'une acceptabilité immédiate. C'est peut-être, en effet, vous avez raison, une des raisons pour lesquelles il n'a pas été aussi traduit qu'il aurait fallu qu'il le soit. Une des raisons qui fait peut-être l'intérêt au fond de ce travail, c'est le fait de montrer que les classes populaires ont une résistance importante au conditionnement, contrairement à ce qu'on pourrait éventuellement penser quand on les regarde de haut, et qu'il y a donc là quelque chose d'assez extraordinaire qui peut-être est aussi quelque chose qui échappe aujourd'hui encore à l'élite. Jean-Claude Passeron. Oui, d'ailleurs lorsqu'il apparaît dans le champ de la lecture française, en français, c'est ce caractère-là, on tourne autour, originalité, inclassabilité, etc. Parce que ni dans le champ anglais, ni dans le champ français, sa position n'a des antécédents très clairs. Pensez en France, ça s'est beaucoup fait de se croire sociologue en étant un grand romancier, depuis Victor Hugo, Les Misérables, en passant par Balzac. Et c'est pas pareil, c'est pas ça, Hogarth. Parce que là, le parti de hautain, ou Flaubert, le parti hautain d'une science de la description littéraire est une ambition que la modestie de Hogarth n'a pas. Il repart au ras du sol de sa biographie. Vous parlez de la modestie de Hogarth, comme il nous reste une petite minute, j'aimerais vous demander quel homme il était. On lit ici ou là que c'était un homme plutôt modeste, précisément, plutôt discret, et qu'en même temps il est l'auteur d'un fait d'armes médiatique en 1960, alors qu'il donnait une leçon de sociologie culturelle et d'analyse littéraire en défendant au prétoire l'usage du mot fuck dans la version non expurgée de Lady Chatterley de Liège-Laurence, Lady Chatterley qui était une de ses grandes références littéraires et qui était jugée pour obscénité. Donc là, il était haut en couleur, alors que d'habitude c'était plutôt un homme discret, Jean-Claude Passeron. Au moins dans les débuts de son ascension sociale, puisqu'il nous racontait à Marseille, d'ailleurs il a dû le mettre là, le titre de son premier ouvrage que nous avions eu tellement de peine à traduire, par la culture du pauvre, ce qui est inexact, c'était The Uses of Literacy. Et il expliquait modestement que c'était pour ne pas avoir un procès en diffamation. L'éditeur avait refusé. Et au dernier moment, il a remplacé abuses, les abus du fait de savoir lire et écrire, de la culture lettrée, par
uses, fonction, qui est neutre. Et c'est pour ça que nous ne comprenions pas bien ce qu'il voulait dire. Mais là, il nous l'a dit clairement. Claude Grignon. Alors, faut-il dire, oui, l'homme peut être modeste, mais en même temps une certaine assurance que Hogarth tirait à la fois de ses origines, parce que, il y avait l'intériorisation de ce qui faisait la respectabilité de sa classe d'origine, et puis aussi la confirmation, malgré tout, venant aussi de son milieu, de ses succès. Alors, il y avait de la fermeté, très certainement, dans la pensée et dans l'attitude générale de Hogarth. Et puis, un mot pour dire que Hogarth a réussi, alors, à éviter ce que j'appellerais le piège de l'empathie. C'est-à-dire que quand on le lit, on ne se met pas à la place des autres. C'est pas nos affects à nous que l'on croit ressentir, c'est bien les leurs qu'il parvient à transmettre. Merci beaucoup, Claude Grignon. Merci beaucoup, Jean-Claude Passeron. Alors, on peut lire donc 2 livres qui sont des très beaux livres de Richard Hogarth. La culture du pauvre, présenté et traduit par Jean-Claude Passeron aux éditions de Minuit. Et 33 Newport Street, autobiographie d'un intellectuel issu des classes populaires anglaises, qui est désormais disponible en point, seuil, essai. Merci encore à tous les deux.